Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Opération de désarmement et réinsertion dans les régions en crise. Les premiers résultats encourageants pour l'intégration des ex-combattants. Dans le journal, l'évaluation des centres de réintégration du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Opération de renouvellement des ressources humaines dans le secteur judiciaire. Gros plan ce soir sur les nouveaux profils à la Chambre des comptes et à la Chambre judiciaire de la Cour suprême. Et puis opération de remobilisation pour le CHAN 2020. La réunion du comité d'organisation ce mercredi parlait de la relance de la machine à 4 mois de l'événement. À suivre en page des sports, les leviers à actionner pour opérer les derniers réglages. Voilà pour les titres. Développement après ceci. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Une nouvelle triste pour ouvrir ce journal. La capitale porte le deuil ce soir. Le préfet du Mfundi n'est plus. Jean-Claude Tchila est décédé ce mercredi soir à l'hôpital général de Yaoundé des suites de maladie. À sa résidence du quartier Bastos qui ne désemblait plus. C'est la consternation et on peut la noter sur le visage de quelques autorités administratives. Ici, à l'image, au rang desquelles le gouverneur du centre Nasseri Paul Béa, Jean-Claude Tchila, le préfet du Mfundi, qui vient de décéder ce mercredi soir, était âgé de 63 ans. Nous reviendrons sur cette nouvelle triste dans nos prochaines éditions. Le dossier du 20h30 pour faire le point des opérations de désarmement, démobilisation et réintégration dans le sillage des récentes atrocités commises par des groupes armés séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Une jeune femme égorgée, un enseignant assassiné, un élève blessé par balle, des violences intolérables en plein apaisement progressif dans ces régions. Arrêt ce soir dans le Nord-Ouest à Bamenda, au centre de désarmement, démobilisation et réintégration de la ville, où 32 ex-séparatistes sont maintenant employés d'entreprises sur les 180 repentis au total. Voici le reportage là-bas de Laurent Chisogbe. Centre DDR de Bamenda, un milieu qui forme et garantit l'emploi auprès des entreprises grâce à la qualité de formation et surtout la rigueur dans le suivi pédagogique des ex-combattants. Nous avons déjà réintégré 32 ex-combattants et ils sont actuellement dans une société parapublique de l'État et ils sont en train de faire leur travail. Et le rapport que nous avons de cette société parapublique est qu'ils se portent, ils font bien leur travail. Au-delà des activités de départ telles que l'agriculture, l'élevage, l'on note des nouvelles filières comme la couture, l'informatique, la biosynthèse qui contribuent à inculquer aux pensionnaires des bonnes notions de la vie civile. Quand on était en brousse, on avait les mauvais esprits, on avait les mauvais cœurs. Maintenant, je suis un bon citoyen parce que, par exemple, j'ai commencé à sauver les vies des gens. Donc, je respecte les forces de l'ordre et de la sécurité. Grâce à leurs compétences professionnelles, les ex-combattants du centre DDR de Bamenda ont réussi à construire ce bâtiment d'une capacité de plus de 70 places qui leur servira de dortoir. Direction Boya, dans la région voisine du Sud-Ouest. Là-bas également, le processus de réintégration des ex-séparatistes repentis est en marche. La première cuvée de 36 ex-combattants est sur le terrain depuis plus de 3 mois, avec un feedback positif selon les responsables du centre qui continuent d'accueillir des pensionnaires. Retrouvons sur place Stéphane Tala. Centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration de Boya. 36 ex-combattants issus de la première cuvée des pensionnaires sont sur le terrain depuis avril 2020.
Ils ont commencé leur réintégration dans une seule localité, Douala. Ils sont aujourd'hui dans différentes structures. Le feedback que nous avons est qu'ils apprécient à sa juste valeur cette opportunité qui leur a été offerte. Le centre DDR de Boya abrite aujourd'hui plus de 100 pensionnaires qui bénéficient d'une formation dans les secteurs de l'élevage, la couture, la conduite automobile, l'agriculture et bientôt la coiffure. Leur prise en charge est entière. En dehors des formations que nous offrons, il y a également la prise en charge sanitaire, il y a la réhabilitation psychosociale. Au fur et à mesure que certains bénéficient de la réintégration, ça participe également des actions qui rassurent davantage. Aux combattants encore dans les brousses au sud-ouest de faire donc le bon choix, se mettre sur le chemin de la paix en déposant leurs armes afin de bénéficier des opportunités qu'offre le centre DDR. Globalement, dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest et plus loin dans l'extrême nord, les centres de désarmement, démobilisation et réintégration affichent au bilan 500 ex-combattants reconvertis sous la conduite du coordonnateur national Fayengo Francis. Et les observateurs s'accordent à reconnaître que ces CNDDR offrent une seconde chance à une jeunesse égarée par les illusions des groupes armés. La seule voie de recours reste maintenant la main tendue du chef de l'État, Augustin Guizana. Créé en novembre 2018, le Centre national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des groupes armés s'affiche de par ses missions comme une porte de sortie honorable pour les jeunes qui ont été trompés par la secte Boko Haram dans l'extrême nord Cameroun et au Nigeria voisin, et par des soi-disant indépendantistes des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les centres opérationnels du CNDDR offrent aux jeunes qui se rendent aux autorités l'occasion de trouver là une alternative à la mort au combat et à l'emprisonnement. Avec près de 500 reconvertis à Mora, Méri dans l'extrême nord, Bamenda dans le nord-ouest, Boya dans le sud-ouest, le CNDDR est né de la volonté d'un homme épris de paix, le chef de l'État Paul Biya. Les pays du bassin du lac Tchad de façon globale et le Cameroun de façon particulière ont montré qu'ils ont compris que ces jeunes-là, s'ils se sont engagés, c'est moins pour des raisons idéologiques que pour des raisons socio-économiques. Et donc c'est une opportunité à saisir. Après près de 2 ans d'existence, le CNDDR a fait du chemin. Un chemin pour l'instant parsemé d'embûches. Parce qu'il faut convaincre les combattants, les démobiliser, les réinsérer dans la société camerounaise ou les faire rapatrier dans leur pays d'origine, à savoir le Nigeria, comme ces 106 ex-combattants qui sont en ce moment accueillis à Mora dans l'extrême nord Cameroun. Reparlons à présent du récent Conseil supérieur de la magistrature et des décisions présidentielles prises lundi. Voici les nouveaux profils qui vont désormais occuper les hautes fonctions au sein de l'appareil judiciaire. À la Cour suprême précisément, on retrouvera Yap Abdou qui prend les rênes de la Chambre des comptes, tandis que Joseph Fongang Fonkwe va présider la Chambre judiciaire. L'engagement de ces hauts magistrats face à ces nouveaux défis, c'est dans ce reportage de Oswald Modon. Il est connu pour être le pionnier des présidents du célèbre tribunal criminel spécial. Une nomination qui, en son temps, venait couronner une carrière bien remplie dans l'administration judiciaire du Cameroun. Aujourd'hui, celui qui occupait jusqu'à sa nomination le poste de premier avocat général de la Cour suprême prend les rênes de la Chambre des comptes. C'était un challenge, c'était un défi à relever. Donc vous comprenez, je suis particulièrement ému. C'est une ambiance qui ne sera plus une ambiance austère, mais le travail sera fait de manière sérieuse parce qu'il s'agit, n'est-ce pas, de faire des audits de comptes publics. Le diplômé de l'ENAM, natif de Fumban, a gravi une à une les échelons de la magistrature avec la régularité que confèrent compétences, aptitudes et expérience. Magistrat hors hiérarchie premier groupe, Yap Abdou écrira désormais la nouvelle page de sa vie professionnelle qui compte déjà 35 ans au compteur à la Chambre des comptes. Avec une riche expérience accumulée en 40 ans d'exercice dans différentes juridictions du pays, Joseph Fongang Fonkwe est quant à lui appelé à diriger la Chambre judiciaire de la Cour suprême. Je vois ma carrière comblée à un très haut niveau.
Cependant, je reste très humble, tout en priant le bon Dieu de me donner le don de Saint-Esprit. Bref, tout ce qu'il faut pour réussir à ce poste. Originaire du Lébialem dans le sud-ouest, le tout nouveau président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême est un magistrat rompu à la tâche, sorti de l'ENAM en 1980. Écrivain à ses heures perdues, Joseph Fongan-Fongwe a à son actif un ouvrage de référence de la vie judiciaire camerounaise, publié en français et en anglais. Je vous propose de rester au cœur du système judiciaire pour dresser le premier bilan du recrutement spécial des 200 auditeurs de justice et de 120 greffiers d'expression anglaise, recrutement ordonné par le chef de l'État pour les cours d'appel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La première vague de 50 de ces personnels est déjà intégrée sur le terrain. Les deuxième et troisième promotions sont en formation à l'ENAM. La dernière entame bientôt ce cycle de formation. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, dressait ainsi l'évaluation de l'opération ce mercredi à Boya au cours d'une conférence de presse donnée en compagnie du directeur général de l'ENAM. Retrouvons l'envoyé spécial à Boya, Catherine Toulou-Elanga. Le corps judiciaire camerounais s'est enrichi de ses 50 premiers magistrats formés au Cameroun et spécialisés dans la common law. Une opération à succès saluée par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative en visite de travail à Boya dans la région du Sud-Ouest. En mémoire, cette mesure s'inscrivait dans le cadre de la prise en compte des préoccupations exprimées par certains avocats. Cette opération, nous venons de la boucler. Nous avons cru bon de mettre en exergue cette décision prise par le chef de l'État et qui constitue l'une des grandes mesures d'apaisement prises dans le cadre du règlement de la situation qui prévaut dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. De 2017 à 2020, les activités liées au recrutement spécial des auditeurs de justice et élèves greffiers d'expression anglaise a été organisée grâce à une commission ad hoc composée des représentants de diverses administrations. « 164 anciens élèves commissaires et officiers de police. Après 23 mois de formation, les lauréats de cette promotion 2018-2020 recevaient leurs diplômes et attributs des mains du délégué général à la Sûreté nationale ce mercredi, Martin Barganguele, qui présidait une cérémonie sans le faste et l'affluence habituelle. On se comprend, Covid-19 oblige. Franck Evina. Jour de triomphe dans la sobriété. Accès interdit aux familles. L'événement se déroule dans un quasi huis clos. Le clou de la cérémonie va se dérouler dans 6 salles aménagées pour la circonstance. À l'honneur, 103 nouveaux commissaires et 161 officiers de police entrés en formation le 10 septembre 2018. À chaque étape, brève présentation du contingent, puis remise des diplômes, attributs et codes de déontologie policière par le délégué général à la Sûreté nationale. Nous avons appris la formation de la personnalité du policier, de l'esprit du policier et du corps du policier. 23 mois de formation pour aiguiser le sens du devoir bien fait jusqu'au sacrifice suprême. Nous sommes prêts à l'emploi, prêts à être au service de tous et de chacun. Être prêt pour servir ma nation, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Eu égard au contexte sanitaire, les 95 lauréats de nationalité congolaise issus de cette promotion ont dû regagner le bercail avant la sortie officielle. Jour de triomphe particulier donc, mais pas inédit. En 1984, les lauréats de l'École nationale supérieure de police avaient aussi reçu leurs diplômes et épaulettes dans les salles de classe. La lutte contre la cybercriminalité va s'intensifier, annonce du ministre des Postes et Télécommunications qui prépare une campagne nationale de sensibilisation. Minette Libom Liliken présentait ce plan de guerre à la presse ce mercredi, ici même à Yaoundé. L'essentiel à retenir avec vous, Irène Janafouda. Les réseaux sociaux servent d'armes redoutables aux cybercriminels pour filer du mauvais coton sur la toile. Un aspect évoqué par la ministre des Postes et Télécommunications dans son propos liminaire lors du point de presse de ce mercredi.
Selon Interpol, les cybercriminels sont en train de développer et d'augmenter leurs attaques à un rythme alarmant. Les dés sont donc jetés et la réaction vive du gouvernement se matérialise jusqu'à la fin de ce mois par la campagne nationale à double objectif. D'abord, mobiliser les citoyens autour de la cybersécurité. Ensuite, cultiver en eux l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Les médias et divers autres supports de communication électronique seront mis à contribution pour apporter un cachet particulier à cette opération de charme. En économie, une autre caravane de sensibilisation est en marche dans la région du Sud. Il s'agit d'appeler les petites et moyennes entreprises à adhérer massivement au centre de gestion agréé pour améliorer leur compétitivité. La cérémonie de lancement de cette caravane était présidée ce mercredi à Ebolova par le ministre Achille Basilikine III. Reportage dans le Sud, Ghislaine Allen. Au-delà des objectifs de suivi et de compétitivité, les promoteurs des petites et moyennes entreprises, PME, ont besoin d'étoffer le tissu de leur structure. Pour cela, un accompagnement dans l'accomplissement de leurs démarches administratives et le renforcement des capacités comptables, fiscales et managériales sont plus que d'actualité. C'est pour expliquer aux potentiels bénéficiaires des avantages liés à leur inscription au centre de gestion agréé, tous les bénéfices fiscaux, mais surtout les mécanismes à travers lesquels il leur est possible de pouvoir ainsi mieux concourir au développement de l'activité économique nationale. D'où le bien fondé de la tenue de la 5e campagne de sensibilisation sur les centres de gestion agréés CGA, présidée par le ministre Achille Basilikine III. Ce 12 août était 21e journée internationale de la jeunesse, une journée célébrée sous le thème de l'engagement des jeunes pour une action mondiale. À cette occasion, ici à Yaoundé, des prix ont été remis aux jeunes, ceux-là même qui innovent en cette période de pandémie du Covid-19. À la manœuvre, le ministre Mounouna Futsu a rappelé les politiques publiques menées par l'État en faveur de la jeunesse. Je vous propose de l'entendre dans un extrait d'entretien avec Joseph Gaëtan Tchanga. Pour la participation des jeunes au développement, plusieurs départements ministériels, dont le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, de nombreux programmes et projets. Et je pense que ces projets concourent d'un côté à favoriser la participation des jeunes. Vous vous souvenez, nous avons aujourd'hui des parlements jeunesse, le parlement des enfants. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'initiatives de formation d'ambassadeurs de la paix pour faire participer les jeunes au chantier de promotion de la paix et de lutte contre l'extrémisme violent. Peut-être êtes-vous à table en ce moment, bon appétit, et peut-être mangez-vous du poisson ce soir. Sachez que le Cameroun importe l'essentiel de ce poisson consommé dans nos ménages avec un gap d'environ 230 000 tonnes par an. Un manque à consommer donc. Le ministre du Commerce examinait ce déficit avec les acteurs du secteur halieutique ce mercredi ici à Yaoundé. Les pistes de solutions, c'est dans ce reportage de Luc Bienvenu au Nana. Consommer du poisson produit localement, cela est possible au Cameroun. Plus qu'un défi, l'option qui découle de l'import-substitution reste un impératif pour un pays qui a importé du poisson pour 160 milliards de francs en 2019. Le chef de l'État a prescrit de manière claire que nous devons, sinon renoncer, au moins contenir, limiter les importations. Produire localement ce que nous consommons. Ils sont nombreux, les Camerounais qui y croient. La preuve, la production nationale aquacole pèse par an 10 000 tonnes malgré le fait que la filière puisse pêcher par le manque de quelques préalables dont l'aliments, la technique, la ressource humaine qualifiée. Et un des problèmes majeurs, c'est le marché. Et puis, le préalable des préalables sur lequel le ministre du Commerce est revenu plusieurs fois. La restructuration de la filière. Étaient également présents aux échanges les responsables du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, bras séculiers de l'État dans le développement des industries halieutiques.
la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Notre point quotidien de la lutte contre le coronavirus à travers le Cameroun, à la coordination nationale des opérations ici à Messa. On parlait ce mercredi essentiellement des consultations prénatales et de la vaccination. Nous retrouvons notre correspondant sur place, Évariste Eyenga, et son invité pour revenir sur le point de presse quotidien qui vient de s'achever à ce centre des opérations des urgences de santé publique de Messa pour parler donc de vaccination et consultation prénatale. Évariste Eyenga, bonsoir. Que faut-il retenir de ce sujet qui était à la une du point de presse qui vient de s'achever là-bas? Bonsoir Adèle, ce qu'il faut retenir, c'est le coup de pouce par la sensibilisation des autorités sanitaires, coup de pouce pour booster le moral des femmes enceintes afin de les amener à surmonter les inquiétudes liées à la grossesse par ce temps de coronavirus Covid-19, épidémie en cours au Cameroun. Mais à côté de ces visites prénatales, il y a aussi la planification familiale. C'est elle qui est notre centre d'intérêt ce soir dans le cadre de l'entretien. Nous avons convoqué l'expertise du docteur Brigitte Ouandji. Elle est gynécologue obstétricienne en service à l'hôpital central de Yaoundé. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. Dites, qu'est-ce qui a changé concernant le planning familial dans ce contexte de crise sanitaire? Oui, Évariste, si tu le permets, avant d'avancer, je voudrais qu'on fasse un petit pas en arrière pour rappeler à tous que le planning familial permet aux couples d'avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent et surtout quand ils le souhaitent. Cet espacement de naissance donc permet que les enfants grandissent de façon optimale et que plus tard qu'on ait des adultes qui sont productifs. Donc à la longue, c'est les familles, c'est la société et c'est même la nation qui profite de ces adultes qui sont productifs. Donc qu'est-ce qui a changé pendant cette période? Tout ce qui concerne le secteur de la santé a changé. L'on note dans ce qui concerne principalement le domaine de la planification familiale qu'il y a une baisse très importante de la fréquentation des couples et des femmes dans les services de planning familial. Et on note également que les couples ont tendance à utiliser beaucoup plus des méthodes traditionnelles pour la planification familiale. Et par ricochet, on constate donc qu'on a plus de grossesses non désirées et des avortements non sécurisés. Et même pour les femmes qui sont déjà enceintes, on note qu'elles ne reviennent pas dans les structures sanitaires pour les visites prénatales, ce qui est plutôt déplorable parce qu'elles s'exposent elles-mêmes et leur bébé à des pathologies très graves. Voilà encore une façade de la peur, la fuite des hôpitaux du fait de la stigmatisation. On parle d'autre chose maintenant. Que devraient faire les couples et les femmes enceintes? Oui, Évariste, la première des choses, c'est que les couples et les femmes enceintes ne devraient pas avoir peur. Donc, n'ayez pas peur, elles doivent revenir dans les structures sanitaires, elles doivent prendre la bonne décision. Et la bonne décision voudrait qu'elles reviennent s'octroyer des méthodes efficaces de planification familiale. Et par ce fait, elles ne vont pas s'exposer à des grossesses non désirées et les conséquences néfastes qui vont avec. Merci docteur d'avoir honoré l'invitation sur ce plateau. Adèle, le message de l'Organisation mondiale de la santé est idem, ne pas avoir peur, femmes enceintes, car les femmes enceintes ne courent pas des risques plus élevés que les personnes ordinaires. Il y a moins de risques à se faire contaminer si l'on respecte les mesures barrières. Alors il faut reprendre la fréquentation des personnes prestataires des soins de santé. À vous le plateau. Merci Évariste, merci au docteur Brigitte Ouandji pour toutes ces sonnettes d'alarme tirées donc ce soir. Dans la suite du journal, cette importante nouvelle, le décret présidentiel portant nomination d'un ambassadeur signé ce mercredi même par le chef de l'État. Ainsi, M. Ewumbwe Monono Churchill est à compter de la date de signature de ce décret nommé ambassadeur extraordinaire
extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. C'est un décret signé ce 12 août 2020 par le président de la République, son Excellence Paul Biya. On annonce pour bientôt un hôtel 5 étoiles dans la capitale économique, Douala. La convention de bail relative à cet investissement était signée en ce début de semaine ici à Yaoundé entre l'État du Cameroun, représenté par le ministre Henri Eyebe-Aïssi, ministre des Domaines et des Affaires, du Cadastre et des Affaires foncières, et la société Immigration and Business Canada, SARL unipersonnel, porteuse de ce projet. Signature en présence du haut-commissaire du Canada au Cameroun, son Excellence Richard Ball. Le reportage de François Bakary de CRTV Centre. Du document de signature, c'est du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, M. Henri Eyebe-Aïssi, représentant l'État du Cameroun, et Olivier Chinouako de la société Immigration and Business Canada, SAR, en sa qualité de promoteur du projet de construction d'un complexe hôtelier à Douala, quartier Bali, au lieu dit Beseke. Nous avons choisi Douala déjà parce que Douala est la capitale économique du Cameroun. Parce que Douala a un déficit d'hôtels de catégorie 5 étoiles, parce que Douala doit jouer son rôle de première ville économique en Afrique centrale, donc pouvoir accueillir des conférences d'une capacité de 1000 places. Pour ce complexe hôtelier de très haute dimension, le Cameroun cède à son partenaire canadien plus de 2 hectares d'espace qui relèvent du domaine privé de l'État. Le dit contrat de bail est conclu pour une durée de 50 ans renouvelable. Le promoteur a l'assurance que du côté de toutes les composantes du gouvernement, les engagements pris seront respectés pour ce partenariat public-privé. Ainsi se concrétise un feuilleton qui réaffirme la volonté et la disponibilité du Cameroun à faciliter l'accès à la terre aux investisseurs pour la réalisation des projets de développement économique. Le haut-commissaire du Canada au Cameroun a remercié le chef de l'État d'avoir fait confiance à un groupe canadien, après avoir salué la ténacité du promoteur. Les bénéfices principaux, ça va être pour l'économie camerounaise. Un hôtel de ce statut va contribuer à l'économie de Douala. Par sa voix et pour cet autre projet qui porte une ambition qui s'inscrit dans la vision du septennat des grandes opportunités, le MINCAF a rassuré le promoteur de l'accompagnement du Cameroun pour la réalisation de ce projet porteur. Destination Cameroun, dans la suite de notre série. Nous allons à Boya ce soir. La région du Sud-Ouest nous accueille. Notre région là-bas est riche de ses parcs naturels, de ses lacs qui constituent un incomparable patrimoine touristique. Allons visiter ce soir Mount Cameroon National Park qui s'étend fièrement sur ses plus de 58 000 km². C'est avec notre guide de ce soir, Elisabeth Nathalie Song. Le parc du Mont Cameroun s'étend sur plus de 58 000 km². Il couvre du département du Fako à la Mémé et une grande partie du Mont Cameroun. C'est très important pour nous parce que c'est proche du Mont Cameroun. C'est un patrimoine national capable de préserver notre héritage. Avoir le parc est juste une bonne réponse aux attentes. Selon les experts, le Mont Cameroun Park a une grande variété constituée de flore et de la faune. Le Cameroun National Park est une aire protégée à cause de sa faune très variée. Il y a aussi plusieurs écosystèmes qui vont de la plaine aux Alpes avec une végétation diverse. Au vu des statistiques, de plus en plus de gens visitent le parc, d'où la construction des logements éco sur le mont, ainsi que la route pour faciliter l'accès des visiteurs. Une initiative du département des forêts en partenariat avec le gouverneur allemand. Toute chose qui pourrait satisfaire les éventuels touristes en cette période de crise sanitaire.
La page des sports, je vous l'annonçais en titre, le CHAN 2021 est en ligne de mire et la machine était relancée ce mercredi. Le comité local d'organisation de la compétition se concertait au Palais polyvalent des sports de Yaoundé pour réactiver la flamme en hibernation depuis le 30 juin, le 30 juin de cette année, date du report de la compétition. À 4 mois du kick-off, voyons donc comment s'amorce la phase finale de ces préparatifs dans ce reportage de Germain-Noël Essengue. Gouverneurs des régions concernées, maires des villes hautes, coordonnateurs des sites et présidents des commissions ont tout passé au pain fin. Il faut rester en alerte permanente en gardant à l'esprit le double objectif prescrit. Le premier objectif, c'est celui d'une bonne organisation du CHAN en janvier prochain sur l'ensemble des sites de Yaoundé, Douala-Japoma, Douala-Bepanda, Limbe-Bouéa. Et le deuxième, c'est celui d'une participation glorieuse, victorieuse de notre sélection à prime. Le dispositif reste le même. 3 sites, 4 stades, avec le retrait des 2 stades initialement retenus pour les entraînements et réquisitionnés désormais par le ministère de la Santé. Yaoundé, le stade de la BEAC est déjà très verdoyant, donc on peut remplacer le stade militaire par celui de la BEAC. Les visioconférences entre le COCAN et la CAF ont été mises à profit durant la période morte pour réaffirmer l'adhésion du Cameroun au projet dont les dates exactes seront arrêtées en concertation avec la CAF. Et n'oubliez pas, avec l'ensemble des délégations. La session de ce jour est un signal que le CHAN est désormais replacé dans les esprits. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Joël Igor Abanda et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit avec Gilbert Ongene et Dieudonné Sra. Retenez bien ceci, le Covid-19 est toujours parmi nous. Prenez grand soin de vous et très belle soirée sur la CRTV. Rendez-vous demain, 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.